Les Russes qui bombardent les civils depuis 4 ans, un drame humain qui s'accompagne d'un pillage culturel en règle depuis le début du conflit. L'envahisseur pille les musées, les sites archéologiques, bref, tout ce qui fait aussi une nation. Kiev dit avoir perdu près de 2 millions de pièces de son patrimoine national. Loin d'être abattu, le pays est dans une démarche de dénonciation et compte sur la justice internationale pour obtenir le retour de son trésor. Bonjour Alain Guimol, merci d'être en plateau avec nous. Vous êtes journaliste pour La Croix, vous avez longtemps été correspondant en Ukraine, là vous êtes envoyé spécial à Kiev. Vous signez une enquête donc sur ce sujet, sur le vol des toiles de maître, comme vous le mentionnez dans le titre, des sites archéologiques, comment la Russie pille l'Ukraine. Votre enquête commence en évoquant l'un des musées pillés par les Russes. Ça se passe à Kherson. Rappelons que cette ville ukrainienne a été occupée pendant 9 mois au début de la guerre par les Russes avant d'être libérée. Et avant l'arrivée de l'armée ukrainienne, les Russes sont partis avec 14 000 pièces, 14 000 œuvres du musée. Oui, c'est ça, c'est-à-dire tout le contenu du musée. Alors c'est un des cas les plus exemplaires parmi ceux que j'ai examinés. C'est vrai que, on s'est beaucoup, nous, journalistes, focalisés sur les crimes de guerre, et bon, à bon droit, à juste titre. On a beaucoup regardé ce qui étaient les viols, les meurtres, les crimes de masse. Et derrière ça, on n'a pas vu qu'il y avait aussi un autre type de crime. C'était les crimes contre les biens culturels et contre le patrimoine de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'un très grand nombre d'œuvres comme ça ont été tout simplement emportées par les Russes. Alors le cas de Kherson est particulièrement frappant, c'est pour ça que je le détaille un peu. Cette ville a été occupée au tout début du conflit, puis libérée par l'armée ukrainienne au bout de 9 mois. Et effectivement, une quinzaine de jours avant que la ville tombe, soit libérée par l'armée ukrainienne, des camions ont emporté toutes les œuvres des deux musées, en fait, principalement le musée des Beaux-Arts, qui contenait des œuvres assez anciennes, jusqu'au XVIIe siècle, même des icônes, etc. Et donc c'était une quinzaine de camions qui les ont emportés, amenés en Crimée, sous la garde de l'armée russe et d'officiers du FSB. Donc c'était quelque chose qui était très organisé, on peut dire. C'était une décision. C'était pas un acte fait au dernier moment, quoi. C'était quelque chose qui était organisé. Très professionnel. Très professionnel, oui, c'est ça. Et c'est quelque chose qui est systématique, c'est-à-dire qui s'est reproduit dans plusieurs villes. Dans les territoires occupés, principalement. Dans les territoires qui ont été occupés, oui, par la Russie. Oui. Et annexés, donc ça comprend donc tout l'est de l'Ukraine. Alors l'est et le sud, c'est-à-dire en fait, c'est vrai qu'une fois qu'on rentre un peu dans le détail, il y a des situations différentes. C'est-à-dire, il y a derrière ce que disent les Ukrainiens quand ils parlent de 2 millions d'œuvres d'art qu'ils ont perdues. Il y en a un certain nombre qui ont été détruites. Il y en a un certain nombre qui se trouvent dans des musées qui sont dans des territoires maintenant occupés, donc dont ils n'ont plus de fait la propriété. Il y avait à peu près 80 musées dans les villes qui sont maintenant dans la partie du territoire qui est occupée. Donc tout ça a échappé au contrôle de l'Ukraine. Et puis, il y a des choses qui, donc, ont été emportées, volées, soustraites. Et voilà. Et là, on parle vraiment de pillage. Et qu'on retrouve parfois sur le marché. Vous parlez d'un des chefs-d'œuvre d'Ivan Aivazovski qui a été vendu près d'1 million d'euros aux enchères. Alors oui, alors là, on rentre dans la partie la plus difficile, parce que c'est assez difficile de tracer le destin de ces œuvres d'art. Donc, il y a une politique qui est assumée par la Russie, qui est de dire, on les protège. Voilà, on les protège, ces territoires sont à nous, on a annexé 20% du territoire ukrainien, donc tout ce qui est sur ces 20% du territoire ukrainien est à nous, et maintenant russe. Et il y a des lois qui ont nationalisé ces œuvres d'art, qui les font rentrer dans le patrimoine culturel de la Russie. La Russie assume totalement de s'être emparée de ces œuvres d'art. Et puis,
derrière, eh ben, il y a des actes individuels ou peut-être des crimes, on ne sait pas bien. En tout cas, il y a des œuvres qui prennent le chemin de la Russie, certaines sont dans des musées. Alors la Russie de l'Ermitage notamment. À l'Ermitage, voilà. Alors la Russie dit bon, c'est des expositions à titre temporaire et puis elles reviendront en Ukraine. Oui, mais enfin bon, quelquefois ça se prolonge. Il y a des œuvres d'art qui sont à Moscou pour restauration, soi-disant, et puis la restauration dure. Enfin, et donc, et puis alors un certain nombre d'œuvres dont on ne sait pas où elles sont. Par exemple, vous parlez d'un cercueil. Alors, ça, c'est une histoire encore un peu assez rocambolesque. C'est-à-dire, quand Kherson a été occupé, les Russes sont donc repartis en emmenant y compris le cercueil de Potemkin. Potemkin, qui était le favori de Catherine II, un grand ministre voilà, de l'époque impériale russe. Et ce cercueil était dans la cathédrale de Kherson, la cathédrale Sainte-Catherine. Et effectivement, quand l'armée russe est partie, elle a emporté Potemkin. Voilà. Ça fait partie des choses qui ont été soustraites, en affirmant que les Ukrainiens risquaient de mettre à mal cette tombe, alors qu'elle était en Ukraine indépendante depuis 30 ans, sans jamais avoir été dégradée. Mais... Ce qui est intéressant aussi dans votre enquête, c'est que vous expliquez que les musées ukrainiens ne s'étaient pas préparés à l'invasion à grande échelle des Russes et finalement que les plans d'évacuation dataient de l'ère soviétique. Et là, ça donne aussi des situations très cocasses. Oui, alors c'est vrai que, évidemment, oui, l'Ukraine ne s'était pas du tout préparée à une invasion et donc, il n'y avait pas de plan d'évacuation, il n'y avait même pas d'inventaire dans un certain nombre de musées. C'est-à-dire le musée de Kherson, on connaît très très bien, très précisément ce qui s'est passé, parce que la directrice avait fait un inventaire très précis de toutes les œuvres d'art qu'elle avait dans ses réserves. Mais ce n'est pas le cas d'un tas de musées. Et donc, en fait, on a encore des difficultés à chiffrer. Enfin, le chiffre que vous citiez tout à l'heure, de 2 millions d'œuvres soustraites, c'est un chiffre qui est encore assez approximatif. L'Ukraine est encore en train de faire ce travail de recensement et d'essayer de tracer le destin de ces œuvres d'art. Et donc, notamment, en ce qui concerne l'évacuation, oui, beaucoup de musées n'avaient pas du tout prévu d'évacuer les œuvres, de les protéger, de les mettre à l'abri, et si bien que les règles soviétiques disaient, par exemple, que je crois que c'est le musée d'une des villes de l'Est, devait évacuer ses œuvres en Russie, dans une ville de Russie. Donc, évidemment, bon, c'était des directives qui dataient de l'époque soviétique et qui n'ont aucun sens aujourd'hui. Voilà, en tout cas, la loi a changé aujourd'hui. Vous rappelez aussi que la Russie est signataire de la Convention de La Haye, qui s'était engagée, donc, comme les autres membres, à ne pas piller les biens culturels de l'ennemi. Les Russes, on le dit, disent vouloir protéger ces œuvres. La vraie raison, c'est quoi ? Il y a une volonté d'effacement de la singularité du patrimoine culturel ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire j'ai rencontré un certain nombre de responsables d'ONG, de gens qui luttent contre ces pillages. Et voilà, ce qu'ils disent, c'est que derrière ces vols, il y a un système. C'est une volonté de faire disparaître tout ce qui est ukrainien, puisque la justification de cette guerre, la justification mise en avant par Vladimir Poutine, c'est de dire, bon, les Ukrainiens n'existent pas, l'Ukraine est une partie de la Russie, une région russe, finalement, qui n'a pas d'identité, qui n'a pas d'histoire. Et donc, il y a une volonté, effectivement, d'effacer tout ce qui est ukrainien, de dire que tout ce qui est ukrainien, finalement, ça fait partie de l'histoire russe, et derrière, enfin, ce que disent les Ukrainiens, c'est qu'il y a une russification systématique des régions occupées, avec les confiscations de livres qui sont en ukrainien, remplacés par des manuels scolaires qui racontent l'histoire de la Russie. Certains juristes voudraient que ce soit reconnu comme génocide culturel. Alors voilà, parmi les gens que j'ai rencontrés, il y a des juristes qui essayent de combattre cet effacement et de faire reconnaître ça comme des crimes de guerre au même titre que les crimes contre les personnes, voire une politique génocidaire. Ils essayent de promouvoir cette notion de génocide culturel quand on essaye d'effacer une culture, quand on s'en prend au fondement d'une culture d'un pays, et c'est potentiellement quelque chose qui pourrait être très important, parce que ça pourrait s'appliquer dans beaucoup de conflits dans le monde. Je veux dire, cette situation-là où on a un pays puissant qui attaque un pays plus fragile, moins armé, et puis qui s'en prend à sa culture, qui tente de l'effacer, c'est quelque chose qu'on voit dans beaucoup de régions du monde. Et c'est une question existentielle pour l'Ukraine.
quel est le recours pour le pays? C'est la justice internationale? Alors oui, l'Ukraine dépose des mandats d'arrêt, émet des mandats d'arrêt contre les responsables de ces pillages. Il y a actuellement 300 enquêtes qui sont suivies par le procureur général d'Ukraine. Il y a une quinzaine de directeurs de musées, par exemple, qui ont été ukrainiens, qui sont poursuivis, qui sont poursuivis parce qu'ils ont été complices puisque un certain nombre ont collaboré avec la Russie, ont transféré un certain nombre d'œuvres d'art vers la Russie, ont participé donc à ce pillage. Et l'Ukraine mène des enquêtes. Et puis interpelle la Cour pénale internationale. Donc peut-être qu'un jour, on aura des procès de grands responsables russes qui seront jugés pour ça, puisqu'il y a des mandats d'arrêt actuellement, par exemple, contre Vladimir Poutine et un certain nombre de ses ministres pour les enlèvements d'enfants, pour la question des enfants. De la même manière, il y aura peut-être un jour des procès liés à ces vols d'œuvres d'art. Excellente enquête, comme souvent dans La Croix, signée Alain Guimol. Merci beaucoup d'avoir